Alors, chers amis, oui, oui, approchez-vous, il y a encore de la place assise. Je voudrais d'abord vous accueillir, vous tous, vous toutes, qui avez accepté de passer un certain temps avec nous ce soir, qui ont répondu à notre invitation. Donc, accueil aux invités, à un certain nombre d'invités qui sont là, à des invités qui ont répondu qu'ils ne pouvaient pas venir, dont Monseigneur l'archevêque. Bienvenue aussi à nos amis du collectif judéo-arabe de Strasbourg, à Günther Schenk et à Josiane Olf-Nathan, grâce auxquels cette exposition Nakba est présente ici ce soir et jusqu'au 14 février. Merci aussi au Flüchtlingskinder im Lebanon qui a réalisé cette exposition en allemand et qui a fait le tour de l'Allemagne. Merci à celles et ceux qui en ont assuré la version française qui nous est proposée ce soir, avec un catalogue en français que vous trouvez à la table. Et à partir de lundi, vous aurez aussi le catalogue en allemand qui reprend toute l'exposition. Nous avons malheureusement oublié de le prendre ce soir. Merci à l'Erwuesbildung, à son directeur et à son personnel qui accueillent l'exposition en leurs locaux, ainsi qu'à Monseigneur l'archevêque de Luxembourg, qui soutient notre travail et qui donc s'est excusé de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Merci enfin à Pax Christi, qui a accepté de soutenir avec le comité la proposition de cette exposition au public du Luxembourg. C'est avec un très grand plaisir que le Comité pour une paix juste au Proche-Orient a accepté l'invitation de nos amis de Strasbourg de proposer l'exposition ici au Luxembourg. Je crois qu'elle vient compléter, heureusement, les informations, les analyses, les propositions, les pistes que notre organisation, souvent en collaboration avec d'autres, cherche à offrir et partager aux divers publics du Grand-Duché et de la Grande Région. La Nakba, les années 1947-1949, constituent très certainement l'un des nœuds de l'histoire du conflit, l'un des nœuds de la compréhension du conflit israélo-palestinien, donc aussi l'un des lieux et objets de confrontation entre les récits officiels et divers autres récits. Comprendre la Nakba, c'est se donner un moyen, je crois, et nous croyons de plus en plus, indispensable pour comprendre la nature réelle et les enjeux du conflit aujourd'hui. Et c'est un passage obligé pour envisager, imaginer et surtout oser des sorties du conflit à la mesure de ses véritables enjeux, car on n'en sortira que par des audaces. Nous y reviendrons certainement encore souvent dans les prochains mois. Nous reviendrons sur la Nakba à diverses occasions, car il nous semble percevoir, de ci, de là, des fissures dans le bloc des certitudes de tous bords, des germes de changement, davantage à l'extérieur d'Israël et de la Palestine pour le moment. Je vous invite à suivre notre agenda, l'agenda du comité, sur notre site, sur notre page Facebook, pour ne pas rater certains rendez-vous importants à ces sujets. Je cède avec plaisir la parole à nos amis de Strasbourg pour qu'ils présentent un peu plus en détail l'exposition, surtout son histoire, comment elle a été créée, comment elle s'est développée, comment elle a été reçue en Allemagne. Je crois que c'est important pour nous de comprendre comment elle a été reçue en Allemagne, ainsi que ses objectifs pédagogiques, sa nature et l'importance, le sérieux de ses sources. À toi, Josiane. Merci beaucoup, Michel. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureuse et très honorée d'être aujourd'hui parmi vous. Le comité du Luxembourg est pour nous à Strasbourg un exemple très souvent de par ses multiples activités, son inventivité, sa créativité. Et c'est la première fois que moi, personnellement, je suis ici.
Donc, cette exposition a été créée, comme Michel l'a dit, a été créée en Allemagne il y a déjà plusieurs années par une dame qui s'appelle Ingrid Rumpf et qui est présidente de ce comité d'aide aux enfants du Liban, aux enfants réfugiés du Liban. Et c'est dans ce cadre, avec l'aide de son association et aussi pour le bénéfice de son association, qu'elle a conçu et réalisé cette exposition en allemand. L'exposition a tourné à l'heure actuelle dans plus de 100 villes en Allemagne, ce qui est franchement un exploit compte tenu du tabou que constitue l'histoire de la Palestine et le problème israélo-palestinien en Allemagne, beaucoup plus que dans d'autres pays, du fait de l'histoire et du sentiment de culpabilité qui continue à exister, voire à être entretenu en Allemagne. Donc 100 villes, plus de 100 villes. Pendant ces tournées en Allemagne, elle a connu pas mal de réactions d'opposition. Il existe aussi une communauté juive puissante en Allemagne qui souvent a essayé de mettre des bâtons dans les roues, prétextant qu'il s'agissait en général d'une vision unilatérale des choses, parce que là, clairement, on se situe du côté de l'histoire des Palestiniens, c'est vrai. Mais par ailleurs, personne en Allemagne n'a jamais réussi à trouver une erreur factuelle dans ces 14 panneaux, ou plutôt 13 panneaux de l'exposition, qui sont le résultat d'un travail très très sérieux, fondé sur les travaux des historiens, souvent des historiens nouveaux, comme on dit, nouveaux historiens israéliens. Et donc, comme vous le verrez, tout est sourcé, toutes les références sont indiquées. Vous le retrouverez d'ailleurs exactement, le texte des panneaux, les schémas, les cartes et les photos dans le catalogue qui est à votre disposition. Et je crois que ça, c'est un fait marquant. C'est que généralement, en histoire, les choses sont contestées, on discute. Et là, non. Il n'y a pas de contestation factuelle des textes de cette exposition. Et donc, nous l'avons exposé à Strasbourg il y a 2 ans, je crois que c'était. À la maison interuniversitaire des sciences de l'homme de Strasbourg. Nous l'avions exposé en allemand avec une traduction approximative sur des panneaux, des feuilles A3 posées à côté, ce qui n'était pas très agréable pour les francophones. Mais bon, elle a quand même eu du succès. Et on s'est dit, ça n'est pas possible, il faut traduire en français cette exposition. D'autant plus que sur l'histoire de la Nakba, l'histoire du peuple palestinien, il y a extrêmement peu de choses en France. Bien sûr, il y a les travaux d'Ilan Pappé, il y a ces livres que, en particulier, vous pouvez trouver sur la table en face de moi. Mais d'exposition, il n'y a jamais eu. Et il n'y a jamais eu de travail réellement en français sur l'histoire de la Nakba. Ça a un petit peu changé depuis tout récemment, puisque Sandrine Mansour-Mérian a publié l'histoire occultée des Palestiniens, qui est le résultat de sa thèse et est un livre que je vous recommande aussi, qui est très, très instructif. Donc, nous avons pensé que c'était une nécessité de rendre justice au peuple palestinien et à son histoire, parce que des historiens palestiniens, il y en a. Il y en a qui ont publié des choses, mais qui n'ont jamais été diffusées, jamais été traduites, apparemment. Et donc, c'était vraiment un manque. La traduction a été effectuée par une dame allemande mariée à un Libanais qui s'appelle Lise El-Abd. Elle a fait un extrêmement gros travail. Et nous, à Strasbourg, nous avons corrigé, relu, etc. Ça a pris pas mal de temps jusqu'à ce que l'exposition soit enfin réalisée. Et c'est tout récent. Elle a commencé à tourner seulement, en fait, cet automne. Après une première tentative d'exposition dans un cercle restreint d'artisans du monde, à l'Assemblée générale nationale d'artisans du monde au mois de juin. Et c'est pourquoi je suis d'autant plus heureuse de pouvoir la présenter ici à Strasbourg. À Luxembourg, pardon. Oui, alors il y a également une version anglaise qui est en cours de réalisation, ce qui permettra de la diffuser de façon encore plus large. Et bon, j'espère qu'elle verra bientôt le jour.
Voilà, c'est à peu près, je pense, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous aurez la patience de consulter les panneaux. C'est un peu exigeant comme lecture, parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes, mais je crois que ça en vaut vraiment la peine. Merci beaucoup et bonne exposition. Peux-tu revenir une seconde? J'aurais voulu te poser une question que se posent peut-être certains des participants ce soir. Qu'est-ce que c'est le collectif judéo-arabe, etc. Nom exact, collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine. C'est vrai que ce nom a mis beaucoup de temps à être inventé parce qu'on cherchait un nom original pour dire qu'il s'agissait d'un collectif multireligieux, regroupant des gens de toutes tendances politiques, religieuses, sociales, etc. Et finalement, donc c'est un collectif qui existe uniquement à Strasbourg, ce n'est pas une organisation nationale, et qui défend le droit international principalement, et donc le droit à la justice pour le peuple palestinien, à une paix juste. Oui. Merci Josiane. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour accueillir aussi nos amis de France, les amis de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité, avec qui nous collaborons régulièrement, et puis des représentants aussi de l'Union juive des Français, l'Union juive française pour la paix, donc qui sont là. Merci d'être venus. Maintenant, Nathalie, 2 ou 3 mots sur l'organisation de l'exposition. Oui, alors l'expo, elle restera à peu près 2 semaines et demie ici. Elle est, en fait, on peut la visiter de lundi à vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h, donc pour votre information. Et des visites sont possibles, enfin des visites guidées sont possibles. Donc si vous vous connaissez des gens qui voudraient visiter cette expo avec des guides, donc on peut, le Comité pour une paix juste au Proche-Orient peut vous proposer une visite guidée donc, dans ces temps-là. Hein, donc, et bien sûr, partager la présence de l'exposition ici. Et merci de la visite. Merci. Alors, une dernière chose, je vous invite donc maintenant à visiter, à jeter un œil sur l'exposition, en vous donnant la possibilité, bien sûr, de revenir pour la voir plus en détail. Je vous invite à partager le verre de l'amitié, mais je vous invite aussi à consulter la documentation qui est sur la table, parce que je crois qu'un certain nombre des historiens qui sont à la base de cette expo, leurs ouvrages sont là sur la table, en tout cas un certain nombre. Je ne saurais trop insister, non pas sur le fait que cette exposition est objective alors que d'autres ne le sont pas, hein. Qu'est-ce que l'objectivité? Mais en tout cas sur le sérieux des sources. Et je vous signale que Ilan Pappé, qui est un des auteurs des nouveaux historiens israéliens qui a fait le plus gros travail avec une série d'autres, était à Luxembourg il y a 4 années, et qu'il va revenir certainement soit cette année, soit l'année prochaine, pour réfléchir avec nous, bien sûr, à la Nakba, mais surtout à sa suite, à ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et comment, même si ce n'est pas la seule grille d'analyse du conflit israélo-palestinien, comment cette grille nous permet de comprendre un certain nombre des logiques qui sont à l'œuvre dans les politiques israéliennes et dans l'ensemble du conflit. Nous avons invité aussi, et nous réinviterons, Eyal Sivan, qui est un cinéaste qui a documenté lui aussi, qui documente de plus en plus l'histoire de la Palestine, et son film que nous avons revu récemment, Mécanique de l'Orange, à travers l'histoire de l'Orange, nous fait, Jaffa, nous fait vraiment revivre la naissance du conflit jusque après 1948. Lui aussi reviendra, nous aurons donc plusieurs fois l'occasion de revenir. Bonne soirée, bonne visite de l'exposition, et je vous invite, lorsque vous serez servi, à boire votre verre donc à la santé de chacun, et pour une solution qui, nous l'espérons, ne tardera plus trop à s'annoncer. Moi, je vous ai dit, il me semble qu'il y a des petits indices, il y a des petites choses qui montrent que ça commence à bouger. Espérons, touchons, voilà.